Salut, c'est qui a tout lu. Alors aujourd'hui on va parler de mes meilleures lectures de 2018 et j'ai quelques petites résolutions par rapport aux livres donc je vous en parle à la fin. Goodreads dit que j'ai lu 67 livres, Livre Addict me dit j'en ai lu 77. Donc on va dire qu'en gros j'en ai lu autour de 70 parce que sur Livre Addict je mets les albums jeunesse que je trouve pas forcément sur Goodreads, donc c'est ça qui peut changer, mais après les albums jeunesse du coup je les compte pas toujours, je pense pas toujours à les mettre. Sur ces 70 là, il y en a à peu près une dizaine auxquelles j'ai mis 5 étoiles et pas mal auxquelles j'ai mis 4 étoiles. Genre, il a manqué un tout petit peu pour que ce soit un coup de cœur énorme. Donc je trouve que c'est quand même une année pas mal. Pour 2019, j'ai remis un challenge Goodreads. Je me suis mis à 70 livres, je crois. Mais bon, après, je me mets pas de pression. Sincèrement, je compte pas exactement ce que je lis, ça m'importe peu. Donc je vais vous présenter les livres auxquels j'ai mis 5 étoiles. Il y en a certains sur lesquels je vais passer très rapidement parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus, ou des bilans lecture. Et après, je vais quand même mentionner certains livres dont j'ai pas parlé du tout durant l'année dernière parce que j'ai fait peu de vidéos et surtout très peu de bilans lecture. Donc du coup, il y a des livres que j'ai quand même envie de citer, dont j'ai quand même envie de vous parler. Donc il y aura aussi un peu de 4 étoiles. J'ai essayé de ranger un peu par thématique, catégorie. On va commencer par 4 livres qui traitent de la thématique du racisme, de l'intégration, du déracinement. Le premier livre, c'est No Home de Yaa Gyasi, qui a été, je pense, ma meilleure lecture de l'année. Je l'ai offert à je ne sais combien de personnes, j'arrête pas d'en parler. Je pense que si je dois retenir un seul livre cette année, c'est celui-là. Dans No Home, on va suivre deux branches d'un arbre généalogique. Et on va suivre à chaque fois les nouveaux descendants. Ça part de je ne sais plus quel siècle, ça part du commerce triangulaire, je sais plus exactement quel siècle c'est. 16e, 17e, je ne sais plus. Et on va aller jusqu'au 21e siècle, jusqu'à nos jours. C'est un peu une sorte de Rougon-Macquart, genre. Donc ça démarre au Ghana, on va suivre une branche de descendants dont la fille va se marier avec un blanc, un négrier. Et l'autre branche de la famille va être déportée aux États-Unis en tant qu'esclave. Donc on va suivre d'un côté la branche qui reste au Ghana et qui est affiliée à des négriers, et ensuite la branche américaine qui va descendre d'esclaves. Un chapitre sur deux, on suit une branche différente. C'est très bien écrit, les chapitres font 10-15 pages et on suit un nouveau personnage à chaque fois, qu'on ne revoit pas forcément deux chapitres après. Mais à chaque fois, en 10-15 pages, Yaa Gyasi nous écrit un mini-roman. Quand on finit un chapitre, on est déchiré, ça nous déchire le cœur de quitter le personnage qu'on a suivi pendant ce chapitre, et on se dit oh là là, il va me manquer, j'ai même pas envie de continuer, j'ai même pas envie de lire la suite. Et en fait, on lit le nouveau chapitre, et au bout de 2 pages du nouveau chapitre, bam, on retombe en amour du nouveau personnage. C'est très intelligent, c'est très bien fait. Yaa Gyasi traite d'une multitude de sujets, passe par toute la palette possible des sentiments. C'est un bijou, c'est merveilleux, je vous le conseille vivement. Ensuite, j'avais envie de vous parler de Landfall de Hélène Urbani. Celui-là, il a manqué de très peu les 5 étoiles et le gros coup de cœur parce que j'ai trouvé la fin un peu bâclée, mais sinon tout le reste du livre m'a bouleversée, m'a époustouflée. Le roman se passe à la Nouvelle-Orléans, juste après le passage de l'ouragan Katrina. On va suivre une jeune fille, Rose, qui est blanche, et qui va percuter en voiture une jeune fille noire. Elle va devenir obsédée par cette jeune fille, et elle va à tout prix essayer de découvrir qui elle est, pour essayer d'aller dire à sa famille qu'elle l'a tuée. On voit dans ce roman la différence de traitement entre les noirs et les blancs par les autorités américaines. Hélène Urbani nous raconte des passages vrais de l'histoire, des choses qui se sont passées au moment où on savait que l'ouragan Katrina allait s'abattre sur la Nouvelle-Orléans et comment la population a été traitée ensuite. Notamment, je ne savais pas que la ville voisine de la Nouvelle-Orléans avait bloqué un pont pour empêcher la population noire de traverser et d'aller chercher abri. J'ai appris énormément avec ce roman. Hélène Urbani nous parle aussi d'art vernaculaire. L'art vernaculaire, c'est un art qui est exercé dans une communauté restreinte et qui sert un peu à rappeler le passé, les mythes, les traditions. Je sais pas si ma définition est très bonne, mais moi c'est comme ça que je le comprends. En gros, là, dans ce livre, Hélène Urbani nous parle de l'art des descendants d'esclaves noirs américains. L'autrice nous cite des artistes incroyables que j'ai découverts en lisant ce roman. Et donc il y a aussi l'enquête, la recherche d'identité. On suit l'histoire des deux filles parallèlement. Et à chaque fois, on voit les jeux de miroir qui se répondent, etc.
J'ai très peu entendu parler de ce livre malheureusement et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je l'ai trouvé très fort. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, si vous avez déjà lu Noam par exemple et que vous avez aimé, je vous le conseille aussi fortement. Ensuite j'avais envie de vous dire deux mots aussi sur Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert. Je ne savais pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, Haïti a déclaré que tous les juifs qui voulaient se réfugier à Haïti obtiendraient automatiquement la nationalité haïtienne et seraient protégés dans leur pays. Ils ont fait une loi, ils ont écrit une loi et ils ont organisé, ils ont fourni des navires à des milliers de juifs européens. Et donc dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une famille qui vit en Allemagne et qui va être obligée de quitter son pays, puisque voilà, hein, tout le monde connaît la Seconde Guerre mondiale, et va finir par se réfugier à Haïti. Mais avant ça, il va y avoir évidemment plein de péripéties, plein d'aventures. Pareil, encore une fois, un livre très fort comme les deux premiers dont je vous ai parlé. Et en dernier dans cette thématique, il y a L'Art de perdre d'Alice Zénitaire, dont je ne vous reparle pas parce que j'ai fait une vidéo complète sur ce livre. Je vous remets le lien en barre d'infos. Ensuite, je passe à la thématique art, culture, en commençant par La petite danseuse de 14 ans de Camille Laurence. La petite danseuse de 14 ans est une des sculptures les plus connues d'Edgar Degas. Camille Laurence a eu envie d'enquêter et de découvrir qui était la jeune fille qui avait servi de modèle. Donc il y a cette enquête et c'est très intéressant. Camille Laurence écrit très bien. Elle nous livre ses sentiments personnels et on s'attache tout de suite à elle, on ressent les choses comme elle, on a envie d'en savoir plus sur cette jeune fille et on est très souvent ému. Mais ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est la réflexion sur l'art. J'ai trouvé qu'il y avait des réflexions sur le travail de l'artiste, la portée de l'art, la subjectivité de la beauté. Ça m'a beaucoup intéressée et c'est vraiment très bien écrit, très fluide. On comprend tout, il y a des sources, on ne s'ennuie pas une seconde. Gabrielle de Anne et Claire Berest, c'est la biographie de Gabrielle Buffet-Picabia qui était la muse de Francis Picabia et également la muse de Marcel Duchamp. Anne et Claire Berest sont les petites filles de Gabrielle et pareil comme pour dans La petite danseuse de 14 ans, on sent l'émotion de l'écriture, l'émotion de l'enquête qu'elles ont fait pour trouver les informations qu'elles nous livrent dans ce livre. Gabrielle Buffet a eu une vie incroyable. Dans ce livre, on va croiser tous ses amis artistes de l'époque, Apollinaire qui était un de ses meilleurs amis, Marcel Duchamp, Francis Picabia, les surréalistes, énormément de monde de l'époque. On va aussi aller aux États-Unis pendant la Première Guerre pour voir la réception de l'art aux États-Unis, etc. J'en ai beaucoup appris sur les courants artistiques de l'époque. J'aime peu l'art contemporain, j'aime peu le cubisme. Et là, en comprenant les démarches artistiques, etc., j'aime un peu plus. Et je trouve qu'un livre qui arrive à faire ça, qui arrive à me faire changer d'avis sur des choses, ben, moi j'adore quoi, j'achète, je lis ça tout le temps si c'est possible. Et le dernier livre dans cette catégorie, c'est Sauver les livres et les hommes de Romain Gubert et le père Michael Najib. En fait, c'est l'autobiographie du père Michael Najib, mais je suppose que Romain Gubert l'a aidé à écrire, à mettre en mots peut-être. Ça se passe en Irak, le père Najib est un dominicain qui vit à Mossoul. Et il va sauver et restaurer des milliers de manuscrits pour éviter que Daesh les détruise. Je ne vous en parle pas plus parce que j'ai lu deux autres livres sur les manuscrits du Moyen-Orient et je voudrais vous faire une vidéo sur cette thématique-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce livre m'a ému aux larmes et que comme les deux autres dont j'ai envie de vous parler, ça va beaucoup plus loin que simplement sauver et restaurer des livres et des manuscrits. Ensuite, je vais vous parler fantasy, science-fiction fantastique. J'ai pris une claque énorme avec La Horde du Contrevent d'Alain Damasio. C'est presque impossible de résumer ce livre. Il me semble que j'en ai déjà parlé pas mal en bilan lecture. Et c'est presque impossible de le classer. Je crois qu'Alain Damasio est devenu mon auteur de fantasy préféré. Il faut que j'en lise d'autres, mais j'ai pris une claque monumentale. Au niveau de l'écriture, au niveau de l'utilisation des mots, au niveau de la grammaire, au niveau de la construction française du texte, j'ai même pas de mots.
Ensuite, il y a aussi eu Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Faye, sur laquelle je vous ai fait déjà une vidéo complète, donc je n'en reparle pas. Mais c'est pareil quoi. Estelle Faye, merci. Là, on va passer à 2 livres sur les sorcières, et je vous ferai bien aussi une vidéo sur les sorcières, comme quand j'avais fait une vidéo sur les vampires. Donc je vais passer rapidement, parce qu'en plus je me dis que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue si je me mets à parler de tout ça en détail, parce que j'ai beaucoup trop de choses à dire. Donc déjà, il y a La fille qui avait bu la lune, de Kelly Barnhill. Je l'ai lu en anglais celui-là, donc je ne sais pas ce que la traduction vaut, mais je sais qu'il est sorti en français. C'est un conte jeunesse. Tous les ans, le protectorat abandonne le bébé le plus jeune de l'année dans la forêt pour que la sorcière le récupère et le tue, et ne viennent pas les tuer en fait eux. Ça les protège en fait d'abandonner un enfant dans la forêt, sauf qu'en fait la sorcière de la forêt elle est trop gentille, et en fait elle les récupère et elle les confie à d'autres familles, et elle comprend pas pourquoi est-ce que tous les ans on lui abandonne un bébé dans la forêt. Et j'ai trouvé ce livre vraiment très intelligent. Parfois les jeunesses on s'ennuie un peu, on trouve ça trop simple. Là, je ne l'ai pas trouvé simple du tout. On ne prend pas les enfants pour des débiles en leur donnant ces lectures, et j'adore ça. Il y a des thématiques à, à explorer incroyables, notamment sur les apparences. Parce que le méchant n'est pas celui qu'on croit, les gentils ne sont pas forcément que gentils, il n'y a pas trop de manichéisme dans ce conte, et vraiment, j'ai été subjuguée. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce livre, et il y a beaucoup trop de choses à dire sur un livre dont je vous ai déjà parlé, qui est Sorcière de Mona Chollet. On en parle partout, mais sincèrement j'ai lu La fille qui avait bu la lune après avoir lu Sorcière, et je crois que ça m'a encore plus aidé à voir tous les messages incroyables qu'il y a dans La fille qui avait bu la lune. Et non mais c'est sûr, je vais vous faire une autre vidéo sur cette thématique, parce que bah, ça m'a ouvert les yeux sur la vie et le monde d'une façon incroyable. Et c'est ça que je cherche dans les livres, c'est ça qui font que les livres sont des coups de cœur pour moi, et j'ai besoin de vous en parler plus. Et encore une fois, un autre livre dont je veux pas trop vous spoiler en vous parlant trop, parce que je vais faire une vidéo dessus. Mes phrases ne sont pas françaises, tout va bien. Donc c'est Quand sort la recluse de Fred Vargas. Je l'ai déjà évoqué, je n'aime pas les policiers. Et là il y a eu 2 policiers que j'ai lus et que j'ai adoré. Quand sort la recluse, je lui ai mis 5 étoiles. Mais ce livre, mais quelle bombe! C'est pas seulement une enquête policière, c'est aussi un manifeste féministe. Je vous jure, Quand sort la recluse de Fred Vargas, c'est un manifeste féministe, et celui-là aussi j'ai besoin de vous en parler plus. Et le dernier, il est là, j'ai un peu de mal à... Le dernier, il est là. C'est Milk and Honey de Rupi Kaur, que j'ai enfin lu, et ouais, bah ouais, voilà. Tout le monde en avait parlé, tout le monde m'avait dit de le lire, et ouais, c'était une claque, et je pense que c'est un recueil de poésie qu'il faut laisser, voilà, il est près de mon lit, qu'il faut le laisser là et de temps en temps piocher, relire quelque chose. Je l'ai offert à une amie et elle m'a envoyé des extraits, et quand je les relisais, je me disais, attends, j'ai lu ça, je m'en souviens plus. Et en fait, à chaque fois, à chaque moment de sa vie différent, on peut l'interpréter différemment, et c'est fort. C'est très fort. Alors je me rends pas compte, parce que j'ai eu l'impression de parler 2 heures, mais en même temps je me dis que ça se trouve je suis passée très vite sur des livres, donc je sais pas trop ce que va donner cette vidéo. Mais en tout cas, les 3 résolutions sur les livres auxquelles je pense et dont je voulais vous parler. Alors il y en a une, c'est de planifier mieux mes vidéos pour vous faire des vidéos régulières, pour que vous ayez vraiment une vidéo par semaine. Là j'ai les 10 prochaines vidéos de prévues, et ouais, il faut que je m'y tienne, comme ça ça sortira plus régulièrement. J'ai envie de ça, j'ai envie de vous parler plus. Ensuite j'ai envie de lire plus de livres de ma pile à lire. Parce que l'année dernière et l'année d'avant j'ai lu que des nouveaux livres que j'avais pas chez moi, et ma pile à lire est à plus de 260, j'ai envie de lire ces livres là. Et la 3e résolution, là va falloir que je me fasse violence, j'ai envie d'abandonner les livres s'ils ne me plaisent pas. Je me dis que passer 50 ou 100 pages, si j'accroche pas, si je trouve ça nul, il faut que j'arrête, il faut que je les abandonne. J'ai tellement d'autres livres à lire, et voilà, je me dis, je lis toujours, j'ai toujours envie de finir, parce que je me dis qu'il y aura toujours quelque chose de bon à prendre, mais sincèrement, il faut que j'arrête de me faire chier 300 pages pour avoir lu 5 pages de bonnes, alors qu'il y a des livres qui vont m'exploser la tête et qui vont être des coups de cœur incroyables. Donc il faut que je me fasse violence et que j'abandonne les livres.
Alors je crois qu'au moment où j'ai publié cette vidéo, quasiment tout le monde a déjà fait son bilan de 2018, donc je vous demande pas de me mettre votre bilan 2018 en commentaire, sauf si vous avez envie, hein, ça me fera plaisir, mais ça me dirait bien de voir vos résolutions, vous. Quelles sont vos résolutions de 2019, principalement au niveau des livres, je vous avoue. Si vous voulez me parler du reste, pourquoi pas, mais surtout au niveau des livres, ça m'intéresse. Donc, je nous souhaite quoi? Je nous souhaite que 2019 soit pleine de coups de cœur et de livres qui nous bouleversent. Je me souhaite de vous retrouver chaque semaine et je vous dis à très bientôt.